In English or... Je peux le faire en français? Oui, maintenant tu le fais en français. Tu le fais comme tu veux ici maintenant. Je préfère en français, je serais Ouais, plus à l'aise. voilà. Peut-être plus long. Yeah. Je sais pas, peut-être lui en anglais, non. Vas-y, comme tu le sens. Alors attends. C'est vrai que tu m'as. J'ai compris. J'ai compris. Ok, bien. Bonjour à tous. Et ça fait plaisir effectivement de voir une salle bien pleine au GTI, au groupe d'identification. Donc, je voulais vous présenter, effectivement, merci aux organisateurs de me proposer de faire, de vous présenter une méthode qui est assez ancienne sur les moments partiels. Donc, c'est un développement Poitevin. Je vais passer assez rapidement dessus, mais je vais surtout vous montrer l'usage que l'on peut faire de cette les moments partiels ont été introduits dans les années 80 par Jean-Claude Trigasson à Poitiers. Et donc, on a étendu la méthode à différents procédés, et notamment, c'est quelque chose qui nous permet de résoudre des problèmes d'initialisation. Attends, faut que je ferme ça, sinon, comment je peux me débrouiller? J'essaie de caler quelque part. Donc oui, l'outil moment partiel nous permet d'initialiser des algorithmes à erreur de sortie pour des problèmes de convergence, pour essayer de converger vers l'optimum l'optimum global. Donc, ma présentation est en deux parties. Je vais revenir sur le principe, les propriétés et les extensions que l'on a faites avec cette approche des moments partiels. Mon HDR était intitulé par System Identification. C'est pour ça que j'ai gardé cette première partie et c'était l'idée de Rachid de m'inviter pour présenter cette partie. Et puis, j'ai ensuite présenté, je vous présente dans la deuxième partie, pardon, une étude. On travaille sur de nouveaux modèles de dynamique de population. Et on applique ça à des données donc sur un modèle. Alors, il s'appelle Yellowhammer en anglais. En français, c'est un bruit en jaune. Et donc, on va voir surtout que l'initialisation qui nous pose problème sur cette application, l'initialisation d'un algorithme d'optimisation, on va pouvoir résoudre ce problème en utilisant les moments partiels. Donc, le problème, le voici. Comment je peux supprimer cette barre de... Tu sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas le faire. Tu peux la mettre en plus bas ou tu peux... Comment? Tu peux la mettre plus bas, mais tu ne peux pas la mettre... je ne peux pas la faire disparaître. Et là, complètement à droite. Il y a le masse. Ça m'a énervé aussi à l'esprit. Bon, moi, mes slides ne sont pas complets. Moi, j'ai une losange. Donc, bon, mais c'est pas grave, vous verrez pas. Quand même, ça va disparaître si tu ne bouges pas. Donc, voilà le problème. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème d'identification à temps continu direct. C'est-à-dire qu'on souhaite estimer les paramètres d'une équation différentielle ordinaire, les paramètres AI et BI de cette équation, en utilisant un moindre carré linéaire, à partir donc des mesures de l'entrée et de la sortie. Le problème que l'on a avec une identification directe des paramètres de cette ADO, c'est les dérivés. Les dérivés, généralement, on n'a pas de mesure de ces dérivés. Et donc, il faut trouver un moyen de faire disparaître ces dérivés. Et la technique des moments partiels consiste à faire une intégration répétée de cette EDO pour faire disparaître ces dérivés. Donc, je vais vous présenter ça à travers un exemple simple d'un premier ordre avec le paramètre A0 et B0. Donc, tout d'abord, je définis les moments partiels. Donc, un signal G, fonction du temps, que l'on multiplie par T à la puissance n.
on calcule le moment d'ordre m, hein, et puis on fait une intégration entre 0 et t. Voilà, le moment, je le définis par ces symboles. Et donc, ici, pour faire disparaître la dérivée, j'intègre sur 0 à t mon ODO que je multiplie par t. Je calcule un moment d'ordre 1 de cette ODO. Et en utilisant l'intégration par partie, on arrive à cette formule. Donc, on a la sortie Y0, c'est la sortie réelle, hein, qui est fonction de ces trois moments qui portent sur la sortie ou bien sur l'entrée. Et on a donc la sortie à l'instant T majuscule. Donc en pratique, on n'a pas la mesure, le signal réel, hein, mais on a généralement une mesure qui est bruitée. Et donc, j'ai une approximation de ma sortie réelle en substituant ici les Y0 par ma mesure, qui peut être bruitée, qui est généralement bruitée. Et donc, cette représentation, cette approximation de la sortie, elle présente une variance, hein, puisqu'il y a ce bruit, hein, qui va dépendre du niveau du bruit et puis de l'intervalle sur lequel on intègre. Et on démontre qu'on va avoir une variance qui sera minimale pour une certaine valeur de la largeur de l'intervalle d'intégration qu'on appelle T opt. Donc, on a une possibilité d'avoir une représentation à variance minimale si on se place sur une intégration qui porte de 0 à T opt. Et donc, l'idée est d'avoir un système qui permet de réinitialiser le moment pour qu'on puisse toujours être sur tout l'espace temporel, toujours être à l'optimum et avoir une représentation à variance minimale. Donc, on a introduit un moment qu'on appelle moment partiel réinitialisé, parce qu'on a en fait une fenêtre glissante qui nous permet donc de balayer tout l'espace temporel entre pour un t supérieur à t chapeau. T chapeau, ça va devenir un paramètre de conception qu'il va falloir choisir à un moment donné. Et donc, je reprends la formule que j'avais précédemment et j'ai juste remplacé des moments partiels par des moments partiels réinitialisés. Voilà, donc on a ici la possibilité d'obtenir une régression linéaire, c'est-à-dire que j'ai séparé les signaux des paramètres et je vais pouvoir appliquer un moindre carré pour calculer les paramètres A0 et B0. Donc, si T chapeau est choisi égal à T opt, ce temps optimal, ben on a une représentation, un filtrage optimal du bruit avec cette représentation. Une autre propriété intéressante, c'est qu'on peut réécrire l'équation précédente sous cette forme où on fait apparaître un filtre à réponse impulsionnelle finie, qui est défini comme ceci pour ce premier ordre. Donc, on a un filtre qui prend cette valeur pour t compris entre 0 et t chapeau, et puis qui est nul en dehors de cette zone. Donc, on a fait apparaître en fait un filtrage qui est implicite à la méthode, et ce filtre va nous servir dans bon nombre d'extensions qu'on va réaliser ensuite. Le problème, un problème, c'est qu'on se retrouve à avoir, dans notre régresseur, on va avoir ces termes, hein, et donc on va avoir le bruit qui est présent dans le régresseur, donc on a une estimation biaisée, donc il faut ensuite appliquer une variable instrumentale ou bien utiliser les paramètres que l'on obtient, c'est ce qu'on fait plutôt à Poitiers, on utilise cette initialisation pour, cette première estimation pour initialiser un algorithme à erreur de sortie pour se débarrasser ensuite du bruit. Voilà, donc les propriétés de cette approche. Donc voilà, je vous ai présenté un exemple très simple d'un premier ordre. Si on a un ordre quelconque que j'ai nommé ici, NA, voilà la forme que prend le filtre implicite au moment partiel réinitialisé. On a un formalisme. Alors, pour un premier ordre, c'est relativement simple, hein, ce que je vous ai présenté. Par contre, si on prend un ordre un peu plus élevé, les développements qui nous permettent d'obtenir la formulation, la régression linéaire, là, sont un peu plus compliqués. Mais en fait, on a un formalisme matriciel qui nous permet, pour un ordre quelconque,
d'avoir toutes les matrices qui nous permettent donc de facilement obtenir cette forme, cette régression linéaire. Donc il y a un paramètre de conception, un design parameter ici qu'il va falloir choisir, et ce qu'on appelle l'intervalle de réinitialisation. Il nous permet, cet intervalle, de s'adapter au bruit. Si on a un bruit blanc, c'est cette valeur T-up que je disais tout à l'heure, et puis ce T-up il va être légèrement différent, mais on peut s'adapter à. Il existe que ce soit un bruit blanc ou un bruit collant. Ce temps optimal. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est dans le cas continu, donc d'identification d'un système à temps continu. On peut faire les mêmes développements, mais dans un cas discret, en utilisant une représentation discrète. Et donc, le filtre implicite que l'on obtient est celui-ci. On fait tous les développements en discret. Et on a démontré que ce filtre implicite au moment partiel, réinitialisé, est proche du filtre idéal de Stiglitz-McBride qui avait été développé par ces deux auteurs. Et donc, on démontre sur un exemple, empiriquement, le fait que ce filtre est proche de ce filtre idéal. Autre propriété, c'était, je vais souvenir, je regarde aussi, il y avait quelques anciens qui sont là, en 2001-2002, quand Michel Fliess a introduit sa méthode algébrique avec Michel Fliess et Herbert Sierra-Ramirez, c'était quelque part dans une salle ici, là, vous avez fait cette présentation, et à l'issue de cette présentation, on s'était dit, c'est proche des moments partiels. Et donc, on s'est attaché à essayer de démontrer quels étaient les liens entre la méthode des moments partiels et puis cette approche algébrique. Et en fait, ça nous donne exactement les mêmes résultats si on applique ces deux méthodes. Effectivement, je vous ai dit qu'on multipliait notre EDO tout à l'heure par T exposant 1, parce que c'est un premier ordre, T exposant 2, c'est un deuxième ordre, ainsi de suite. Et puis, on fait une intégration répétée. Bien, si on regarde ces deux opérateurs, si on les passe dans le domaine de la place, on retrouve la dérivée que fait Michel Fliess pour pouvoir faire disparaître les conditions initiales, et puis ensuite la multiplication par S à la puissance moins n pour pouvoir avoir son système d'équations. Pour ceux qui connaissent la méthode algébrique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait des opérations dans le domaine de la place pour pouvoir obtenir un système d'équations qui permet de résoudre ce problème d'estimation de paramètres. Donc, effectivement, on a réussi à démontrer que ce sont des méthodes qui vont conduire au même résultat. On est, nous, dans le domaine temporel, alors que Michel Fliess est placé dans le domaine de la place. Donc, on a réalisé depuis une vingtaine d'années différentes extensions de cette méthode, et c'est à ce titre que je vais vous présenter maintenant. C'est un bon moyen, sur des problèmes assez compliqués, d'avoir une première estimation, même si elle est biaisée, même si elle est fortement biaisée par moment. C'est un bon moyen d'initialiser un algorithme d'optimisation. Donc, on a développé une extension qui permet de faire l'estimation d'un modèle LPV, Linear Parameter Varying, donc des systèmes à paramètres variants. Donc, on obtient une estimation directe des paramètres de la représentation à temps continu. Ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est pour l'estimation de paramètres d'une équation aux dérivées partielles. Ça fonctionne aussi sur des systèmes non linéaires, et puis on veut l'adapter, on ne l'a pas encore tout à fait adapté, mais on doit pouvoir réaliser des choses semblables sur des systèmes d'ordre fractionnel. Tous ces développements sont présents dans mon HDR. Si jamais vous êtes intéressé par ces développements, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai le PDF
Je ne l'ai pas rendu, je l'ai pas mis accessible en ligne parce que. Tu peux le mettre sur Alf, tout peut être sur Alf. Le problème, c'est que si on voudrait en faire un ouvrage, et on a un petit risque de voir nos éditeurs nous demander. Enfin voilà, l'objectif serait de faire un. J'avais rédigé mon HDR de cette façon en anglais pour pouvoir ensuite le publier. Et donc voilà, tant que ce n'est pas publié. Par contre, je le diffuse sans problème. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai le PDF, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette première partie. Je vais vous présenter maintenant une application qui me tient à cœur. Je fais un peu de l'ornithologie à mon temps perdu et donc je me suis dit que ce serait bien de relier mon activité professionnelle avec ma passion pour l'observation des oiseaux. Et donc, on travaille depuis maintenant 6-7 ans avec des collègues écologues sur... Ah ben voilà. On a déjà tenté le bouton. C'est d'abord, celui-là. Pas de distancé. Guillaume, on a un petit problème de vidéoprojecteur. Non, mais il faut attendre. C'est dommage parce que nous, on voit super bien. Oui. Ouais, bon, je vais continuer. Tu m'entends bien, Guillaume? Ah, c'est parfait, on entend super bien, on voit super bien, on n'a pas de problème de barre. Ça se passe très bien. Il a éteint. Alors, on le relance. Au début des groupes thématiques d'identification, on emmenait le vidéoprojecteur depuis Poitiers. Et à l'époque, ils étaient bien plus encombrants. On avait un sac à dos. Il y avait aussi les actes du précédent. Je me souviens aussi. Je sais pas si. Bon, ça revient vert. Bon, je repousse sur on alors. Non. T'es sûr que c'est allumé? Ça clique vert. Ah, il y a une lumière qui vient sur la lentille. On est bientôt reparti. Voilà. Donc, j'en dis où Yellow Hammer. Donc, c'est rue Bruangeau, vous allez voir ici. Donc, un oiseau jaune avec un bec assez fort. Donc, c'est pour ça que les Anglais l'ont appelé Yellow Hammer parce qu'il y a un bec qui permet de casser les graines. Donc, le problème de cet oiseau, c'est que sa population est fortement impactée par le changement climatique et puis par les pratiques agricoles. Et donc, ce qu'on propose à nos collègues écologues, c'est de proposer de nouveaux modèles de dynamique de population pour tenter de faire mieux que ce qui existe dans la littérature. Donc, j'en reviendrai plusieurs fois sur le sommaire de cette partie. Donc, le contexte, on travaille donc avec Frédéric Gillet du Muséum national d'histoire naturelle et puis Vincent Bretagnol du Centre d'études biologiques de Chizé. Et puis, on a un troisième partenaire qui est Lauriane Moussier, qui est du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Elle est bioéconomiste. Et donc, l'objectif final, ça serait de développer des outils d'aide à la décision pour avoir des politiques publiques en faveur de la biodiversité. Donc, ça, c'est l'objectif ultime.
et c'est notre bioéconomiste qui s'occupe de cette dernière partie. Et nous, ce qu'on propose en tant qu'identifieur, c'est de nouveaux modèles de dynamique de population qui permettraient de représenter un peu mieux ces phénomènes qui impactent la biodiversité. Donc voilà, l'objectif est de mettre à disposition nos compétences d'identifieur pour améliorer ceci. Voilà, donc je vais vous présenter les données. Je vais ensuite vous présenter ce qu'obtiennent nos collègues écologues avec les outils de l'état de l'art tel qu'il est en dynamique de population. Et puis ensuite, on verra les résultats qu'on a générés. Donc, les données oiseaux sont fournies par un protocole de comptage qui s'appelle le suivi temporel des oiseaux communs. Donc, tous ces points sur la carte de France, ici, représentent des observateurs qui vont compter les oiseaux chaque année en respectant ce protocole à la même période. Même conditions météorologiques, ainsi de suite, même point. Et on a à peu près 700 points d'observation par année, et on a ça depuis 2002. Donc on travaille sur les données, je vous présenterai les données tout à l'heure, entre 2002 et 2018. Et on a environ 700 points de mesure répartis sur la France chaque année. Donc voilà justement alors vous inquiétez pas, je vais zoomer sur quelques-unes de ces cartes. Mais on a en haut à gauche les données de 2002, en bas à droite les années de 2018, l'année 2002, l'année 2018. Et si je zoome, vous avez les carrés noirs ici qui correspondent à un comptage, mais avec 0 individu compté. Et puis les ronds rouges, petit à grand, en fonction du nombre d'individus qui ont été comptés, de 1 au maximum, c'est 25. Le cercle qui est ici, là, ça correspond à une observation où il y avait 25 individus. Et donc, si on regarde sur l'année 2004, 2010, 2016, vous voyez que la population était présente largement sur une moitié nord de la France, plutôt sur l'est en 2010, donc en 2004, en 2010, et puis en 2016, vous voyez que la population c'est plutôt contracté, la répartition est plutôt contractée maintenant sur l'est de la France. Donc c'est ce phénomène, c'est ça qu'on essaie de modéliser. Et pour ça, on utilise des données qui vont nous permettre de savoir quelles sont les pratiques agricoles, ou plutôt les données du Core Inland Cover, c'est l'assolement. On est capable de connaître avec une précision d'une vingtaine de mètres quel est l'assolement. Là, on est dans une zone urbaine dense. Une zone urbaine moins dense, eh bien, on est au milieu des champs, au milieu d'une forêt, sur une rivière, voilà. Donc, on a en fait 44 labels, 44 libellés qui vont nous permettre de connaître l'assolement. Et donc, on a calculé sur notre grille spatiale, sur toute la France, dans un rayon de 1,5 km, on a calculé quelle était la proportion de chacun de ces libellés. Et donc, on a des cartes comme celle-ci. Là, c'est le libellé CLC 211. C'est la terre arable. Donc, c'est plutôt les zones agricoles que l'on voit là-dessus. C'est les zones, on voit la Beauce qu'on a traversée. Ça va en venant. Je vous disais qu'il y avait plus de lait. Et voilà, on voit en fait ici cette zone. Comment ? On a regardé par la fenêtre. Tu as vu le bruit en jaune? Enfin voilà. Donc ça, c'est réactualisé. Ces données du Core Inland Cover sont réactualisées. C'est une base de données européenne tous les 6 ans. Et puis donc deuxième type de données qui vont nous permettre d'expliquer ce phénomène, ce sont des données climatiques. Donc, on a utilisé la base de données WorldClim. C'est cette base de données qui nous permet d'avoir aussi des scénarios, les 5 ou 6 scénarios de prévision jusqu'à 2100 d'évolution du climat, avec les différents degrés. Là, on va avoir l'évolution des variables bioclimatiques. Donc, on a 19 variables bioclimatiques. La première, Bio 1, par exemple, c'est la température moyenne annuelle. Et puis, Bio 12, c'est les précipitations. Donc voilà 2 cartes qui représentent Bio 1 et Bio 12, les températures moyennes et puis les précipitations annuelles. Donc 44 libellés pour les données de paysage et puis 19 variables bioclimatiques.
Donc, on est parti de l'état de l'art en modélisation de dynamique de population et on a essayé de trouver le modèle qui était le plus adapté à ces données pour pouvoir partir d'un point, enfin d'un modèle initial et à partir duquel on va pouvoir comparer ce que l'on obtient. Et donc, rapidement, hein, les modèles de dynamique de population, on peut les classer en deux grandes classes, les modèles statistiques et les modèles déterministes. Les modèles statistiques, c'est celui que je vais utiliser là. GLM, c'est pour Generalized Linear Model. Maxent, c'est une probabilité qu'on identifie en utilisant le maximum d'entropie. Ecological Niche Model, c'est un modèle qui est très utilisé aussi par nos collègues. Voilà, donc ça, c'est des modèles statistiques. On a une loi de probabilité et on essaye d'estimer cette loi de probabilité pour essayer de coller entre notre variable observation, les oiseaux, et puis nos variables explicatives qui sont les données d'habitat ou bien les données de climat. Et puis, deuxième type de modèle, c'est les modèles déterministes. Là, on retrouve des choses qu'on a l'habitude de manipuler. C'est des équations différentielles ordinaires. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de Malthus, ou bien de modèle à croissance exponentielle. Vous avez ici sa forme. Et puis, le deuxième, c'est le modèle de Virutz, qui est le modèle à croissance logistique. On part d'une population initiale qui est ici, et puis on va converger vers le paramètre K qui est ici, qui est de carrying capacity, la capacité d'accueil du milieu, on se stabilise à cette date. Le problème avec ce deuxième type de modèle, les modèles déterministes, c'est qu'on n'a pas, on a une population U qui varie en fonction du temps. On peut avoir une tendance, mais on n'a pas l'espace. Donc, pour avoir l'espace, on divise la France, par exemple, en petites régions, et puis on identifie un modèle par petite région. Ma collègue Lauriane Mousset, elle a travaillé là-dessus, elle a utilisé ce type de modèle, mais elle a divisé la France en 620 petites régions agricoles pour pouvoir voir comment évoluer. Et elle a donc 620 modèles comme celui-ci. Et en plus, il n'y a pas de problème que les modèles logistiques, une petite mauvaise estimation paramétrique peut mener à une évolution chaotique. Dans le cas logistique. C'est l'un des exemples du chaos. Chaos déterministe. Avec, tu veux dire avec la non-linéarité quadratique qu'on a avec le U par U, là. Je pense que le paramètre R, au-delà d'un certain point, même si le modèle reste déterministe, on rentre sur du chaos, il y a des problèmes de bifurcation. C'est possible. Je ne suis pas sûr, ça me paraît étrange. En tout cas, en distanciel. D'accord. Donc, nos collègues écologues, là, qui ont l'expérience qui manipulent ces outils régulièrement, pour nos données, le plus adapté, c'est ce GLM. Donc, on a fait tourner ce GLM. Voici le résultat. Donc, on a, je pourrais revenir dessus après, hein, comment on a choisi la structure, la loi de probabilité, la distribution de probabilité, ainsi de suite. Je pourrais revenir dessus. Donc, on a, je vous disais, 44 libellés d'habitat et 19 variables bioclimatiques et on utilise le critère d'Akek pour sélectionner les variables les plus significatives. On ne va pas prendre un modèle avec toutes ces variables. Il y a des outils qui existent qui permettent de sélectionner les variables les plus significatives. Et donc, après ceci, on obtient en fait un modèle avec 80 paramètres. On a conservé 18 variables bioclimatiques, 25 variables d'habitat, et puis on a aussi considéré les variables explicatives au carré. Et donc, on a 14 variables bioclimatiques et puis 21 variables d'habitat qui sont conservées dans le modèle. Et là, je vais vous présenter le résultat de ce que j'ai appelé U-chapeau GLM en resimulant à partir de ce modèle. Le fitting que l'on obtient est de 25%. Alors, nos collègues sont satisfaits et ils disent bien, il ne faut pas essayer de monter trop haut parce qu'on risque de faire de l'overfitting.
on risque d'expliquer des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité. Hein. Donc, on utilise bien évidemment deux jeux de données, des données de validation et des données d'identification. Et c'est comme ça qu'on voit si on est en overfitting ou pas, si sur nos données de validation, on a un fitting qui dégringole. Voilà, c'est qu'on a obtenu de l'overfitting. On aurait pu faire ce que font les écologues. Généralement, ils font aussi un produit des variables explicatives. Donc, on aurait pu multiplier bio par CLC. Alors, vous imaginez le nombre de paramètres que ça peut représenter. Ça aurait fait des modèles beaucoup plus volumineux et puis probablement un fitting meilleur sur les données d'estimation, mais en validation, ça aurait certainement pas fonctionné. Donc, pardon, Régis, mais si tu peux dire effectivement que fitting plus haut fitting aurait pu être obtenu et ça pourrait être dû à un overfitting, mais comment on peut aussi se dire que le modèle il n'était pas très bon et donc comment pourquoi qu'est-ce qui te fait croire que 25% c'est le mieux que tu puisses avoir? Là c'est les collègues écologues qui ont l'habitude de faire ce genre d'exercice hein, qui m'ont affirmé ceci. Hein. Mais là, on aurait pu le voir, l'overfitting, on peut le faire en séparant. Là, j'ai utilisé mon jeu de données, hein, mais je pourrais très bien prendre sur les 700 points. Ce que font les collègues, généralement, ils prennent 70-30, 70% pour l'identification et 30% pour la validation. Donc, sur la carte de France qu'on voyait avec tous les points tout à l'heure, j'aurais pu ne conserver que 70% des points pour l'identification. Et puis, voilà. Après, peut-être y a-t-il des modèles plus performants parmi ceux-là, mais là, notre collègue Vincent Bretagnol, qui est à Chizé, là, nous dit bien il est possible de faire n'importe quoi. Et ils ont un outil qui s'appelle Biomode. Tout est implémenté chez eux sous R. Ils ont un outil Biomode qui permet d'identifier des paramètres statistiques. Comme ça, ils en identifient 9. Et puis, en fonction des critères qui leur disent si c'est robuste ou pas, leur estimation, ils font un moyen-âge des modèles qui sont les plus significatifs. Ils appellent ça un modèle de consensus. Voilà. Thierry, tu veux... Je voulais juste rajouter qu'en fait, s'ils fitent mieux, souvent, c'est en rajoutant des variables quand tu reviens sur ton modèle. Ils ne prennent pas en compte toutes les variables explicatives, les 44, CLC. Donc, ils en rajoutent, mais eux, ils savent que ce n'est pas pertinent de rajouter. Donc, toi, tu ramènes de l'info a priori. Ils ont une expertise, en fait, sur les... C'est ça qui fait qu'ils leur disent, mais je ne vais pas aller chercher à avoir un fitting meilleur, parce que ce que je rajoute, ce n'est pas pertinent. Et les 75%, c'est le bruit ou c'est l'erreur ou c'est... comment on peut expliquer qu'il y a un grand... Peut-être qu'il y a d'autres phénomènes que cette histoire de climat et de... Il y a peut-être d'autres phénomènes qui impactent. Hein. Là, on a travaillé que sur ces données, mais... Et quelle est l'hypothèse de bruit qu'on suppose sur ce modèle? Pour analyser, je suis pas fait pour analyser ensuite non, mais est-ce que c'est dû à on suppose que c'est un petit blanc, derrière c'est un coloré qui fait quand même une erreur, on la partie sur ces données-là, voilà, les données qu'on obtient, ça c'est des observateurs, moi j'en fais partie, je suis quelque part par là. Effectivement, il peut y avoir un observateur qui pense à des oiseaux. Voilà. Mais statistiquement, le bruit en jaune, il est assez facile à reconnaître. Il y a un champ particulier, il est assez facile à reconnaître. Hein. Il y a des espèces qui sont plus difficiles à détecter et il y a certains observateurs. J'ai essayé d'initier Rachid à l'ornithologie. Si je le mets sur le terrain, ça n'a rien donné. Ça va rajouter du bruit. Ah oui, il y aura des valeurs aberrantes. Donc voilà les résultats. Donc quand je simule après, donc c'est pas très clair au niveau du vidéoprojecteur, hein, mais vous avez donc les données que je vous ai présentées tout à l'heure. Hein, les carrés noirs, c'est des absences, et puis les ronds rouges, c'est des présences, et puis en bleu, c'est une valeur simulée qui est à 0, et puis on est autour de 15 quand c'est jaune.
Donc voilà les résultats. Et donc on se propose, nous, d'améliorer ces résultats en proposant un modèle sous forme d'une équation aux dérivées partielles avec des paramètres variables. Donc on a ici un effet de diffusion avec le Laplacien qui est ici, donc une dérivée d'ordre 2 par rapport à x et par rapport à y. Ici, c'est ce qu'on appelle l'effet advection. La population va se déplacer. Diffusion, donc les individus, ça représente en quelque sorte la marche aléatoire, le mouvement brownien, grossièrement, cette diffusion. Et puis ça représente l'advection, donc le déplacement d'une population. Si ça devient non favorable, la population va se déplacer. Et puis ici, on retrouve le U carré qu'on voyait tout à l'heure dans la réaction logistique. Donc on a une croissance qui va être logistique. On part d'un état initial et on tend vers un état final après un certain temps. Et puis donc vous voyez que mes paramètres sont variables en fonction d'une variable de séquencement, H, qui peut être aussi, donc il va varier en espace et en temps. Donc, par exemple, ici, si on a choisi Wx fois 1 moins H, c'est parce que si H est égal à 1, ça veut dire que l'air, le domaine, l'habitat est favorable. Donc, si on a 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la population n'a pas à se déplacer. Si c'est favorable, elle reste dans son élément qui est favorable. Donc, voilà. Là, si on a, par exemple, par contre, un lieu qui devient défavorable, on a 0 ici, donc on va avoir la population qui se déplace. La diffusion, le terme D0 plus D1 fois H ici, on va avoir une forte diffusion si c'est défavorable, et puis une diffusion qui va être relativement faible si c'est favorable, ainsi de suite. Okay, on a donc à estimer les paramètres, vous voyez des 8 paramètres ici, donc c'est un problème qui est assez compliqué puisque bon, déjà il faut estimer les paramètres d'une EDP. On a seulement 17 échantillons temporels, donc ça c'est, on a souvent sur d'autres applications un grand nombre d'échantillons temporels, peut-être moins d'échantillons de répartition spatiale. Mais voilà, donc ça c'est un vrai problème, seulement 17 échantillons. On a une excitation qui est pauvre, on n'a même pas d'excitation puisqu'il n'y a pas d'entrée exogène. Hein. U ici, c'est ma population et je n'ai pas d'autre entrée. La seule entrée, c'est la variable H. Et puis, on a une position initiale, une population initiale, pardon. Et puis, à partir de cette population initiale, ça évolue, ça dit, ça dit. Et puis, un autre problème, c'est que nos collègues écologues, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de modèle, donc ils sont incapables de nous dire quels paramètres choisir, quel est même l'ordre de grandeur des paramètres. Et donc, c'est là-dessus que je reviendrai tout à l'heure pour les moments. Ça va nous être utile pour initialiser notre algorithme. Donc, on estime les paramètres en faisant une minimisation de critères quadratiques. Le U ici, ce sont nos mesures. Alors, on a une étape de pré-traitement. Il va falloir, on réalise un crigeage, une interpolation pour pouvoir avoir des données réparties de façon uniforme dans l'espace. Et donc, on a cette étape de crigeage qui nous donne ce U mesuré. Et puis, on cherche à minimiser l'écart avec le U chapeau ici, et nous, on a choisi d'utiliser une approximation de l'EDP, de la solution de l'EDP. Et pour ça, on va utiliser l'approche Podgalerkin, que je vais vous décrire maintenant. Au niveau timing, ça va? Je suis à 35. 35, ok, ça marche. Je vais essayer d'accélérer. Donc, la méthode de Galerkin, hein, ça consiste à séparer espace-temps. Donc, on cherche une solution où on sépare la contribution temporelle de la contribution spatiale. Donc, phi n ici, c'est une base de fonction orthonormale. Et puis, on cherche à calculer les coefficients a n. Et pour ceci, on remplace U dans le DP que vous avez vu précédemment, on remplace U par cette solution approchée. Et puis, en utilisant ce produit interne, en multipliant par la base, par les fonctions, il y en a une, la propriété d'orthonormalité nous permet ensuite d'avoir
non plus un problème d'EDP, on se retrouve avec un système d'équations différentielles ordinaires à résoudre. Et donc, on a mis ça sous une forme matricielle, et voilà ce qu'on obtient. Le produit de Kronecker apparaît ici parce qu'on a ce U carré qui intervient dans notre DP, donc ça complexifie un peu les choses. Et puis, autre chose intéressante avec Galerkin, c'est qu'on a le vecteur initial que l'on a dans nos données. Hein. Là, si je reviens sur mon critère quadratique ici, ici, si t égale à 0, mon U chapeau est égal exactement à mes mesures. Donc, c'est un avantage. Quand je vais simuler mon système d'ODO, hein, je pars des bonnes conditions initiales. Donc, ça nous permet de résoudre le problème du peu d'échantillons temporels que l'on a. S'il fallait attendre que ça se stabilise avant de, comme on le fait certaines fois hein, sur certaines applications, quand on a 1000 points de mesure, on laisse les 50 premiers points parce que ce n'est pas encore tout à fait stable. Bon, là, on ne peut pas se le permettre. Il nous faut une base de fonctions orthonormales. On a choisi d'utiliser la technique proper orthogonal decomposition. Je passe rapidement là-dessus, hein, mais on construit une matrice de covariance et puis ensuite, en faisant une décomposition en valeur propre, on arrive à avoir une base de fonctions qui est empirique. Hein, c'est pas ça nous permet de tirer au sens des moindres carrés la meilleure approximation avec nos mesures dont on dispose. Donc, l'estimation paramétrique est faite de cette façon. On a itérativement ces deux étapes. Donc, tout d'abord, on utilise Galerkin pour calculer la valeur approchée, et puis à partir d'un jeu de paramètres, et puis avec un level bar Marquardt, un algorithme d'optimisation, on calcule un nouveau jeu de paramètres, on revient ici, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait obtenu la convergence. Et il nous faut partir d'un vecteur initial, c'est sur celui-ci que je reviendrai. Donc voilà les résultats. Non, pardon, ça c'est notre variable de séquencement. On l'a calculé à partir des données bioclimatiques et puis des données d'habitat, à partir du modèle GLM qu'on avait tout à l'heure. C'est avec ça qu'on détermine notre variable de séquencement. Voilà, pour 2004, 2010, 2016, vous voyez que ça, c'est les zones favorables, hein, où c'est jaune. Donc, on a la valeur de H qui est égale à 1, la valeur de H égale à 0 sur les zones bleues. Et donc, vous voyez qu'en 2016, il y a de moins en moins de zones favorables à l'espèce. Voilà les résultats. Et puis, c'est surtout ça qui est intéressant, le fitting est de 44% avec ce modèle. On ne fait pas d'overfitting avec ce genre de... Parce que là, on a mis du déterminisme hein, dans notre modèle. Donc, on ne risque pas l'overfitting. Avec ces techniques parce que voilà, la diffusion, l'advection, la réaction logistique, c'est des phénomènes qui sont réellement observés sur le terrain. Voilà, problème, initialisation, comment on choisit. Alors, comme on a au niveau du critère, je ne sais pas comment il est, mais probablement qu'on a de nombreux optimums secondaires, donc il faut initialiser le mieux possible. Et donc, et puis c'est une convergence très lente, hein, il faut attendre des fois 200 itérations pour obtenir le résultat. Donc, on a développé des moments partiels pour pouvoir réaliser cette initialisation. Alors, donc c'est ce que je disais, on manque de connaissances pour initialiser l'algorithme de Levenberg-Marquardt. Donc, on va partir d'une EDP à paramètres fixes. Les moments partiels, on ne peut pas les appliquer avec des paramètres variants. Donc, on est obligé de considérer une EDP à paramètres fixes, mais ça va nous donner un ordre de grandeur de la diffusion, un ordre de grandeur de l'advection et de la réaction. Et à partir des connaissances de nos collègues écologues, on va pouvoir ensuite choisir les paramètres de l'EDP à paramètres variés. Donc, le principe, vous l'avez vu tout à l'heure à travers le petit exemple. Donc, je définis un moment partiel 3 dimensions.
donc avec des ordres I, J, K pour les intégrales en X, en Y et en temps. Donc voilà le moment 3 dimensions, le moment partiel 3 dimensions. Donc j'ai mon EDP à paramètres fixes, D, oméga X, oméga Y, bêta 1, bêta 2. Donc je vais devoir appliquer cet opérateur à mon EDP. Donc je fais une intégrale à un moment d'ordre 1 par rapport au temps, d'ordre 2 par rapport à X, à Y par rapport à 2 par rapport à X. Je vous passe les calculs. Mais on arrive à une forme sous forme d'une régression linéaire comme celle-ci, où j'ai séparé donc mon vecteur de paramètres et puis mon régresseur ici, où j'ai que des signaux. Je vous montre quand même les développements qu'il y a derrière. C'est du calcul, hein. Ce n'est pas très difficile, mais c'est assez lourd à développer. Mais voilà, on a ici les différents U calligraphiques qui, dans cette formulation qui apparaissent ici. Alors, on a réalisé une vérification par simulation. Donc, on a pris une EDP à paramètre fixe avec ce paramètre. Hein. On va essayer de se placer exactement dans le même, enfin, dans un contexte semblable à celui du bruit jaune. Hein. On considère 17 échantillons temporels. On simule sur un espace qui est plus large que notre zone et on conserve que ce qu'il y a entre 0 et 1000 pour éloigner les conditions limites quand on simule. On ne sait pas toujours très bien comment choisir les conditions limites, donc pour s'en débarrasser, on les a envoyés très loin de la zone que l'on étudie. Et puis on prend un échantillonnage relativement fin pour pouvoir réaliser cette simulation. Et puis Mohamed, qui est ici, nous a réalisé un simulateur qui nous permet de simuler ces EDP à paramètres variables. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à faire. Et donc, là, ce n'était pas le cas, on n'a pas de paramètres variables. Mais voilà le résultat de la simulation. Je vais zoomer un peu. 2004, 2010, 2016. Vous voyez que la population qui était chez Rachid, là, à Bidar, là, qui était à Bidar ici, vous voyez qu'elle remonte vers Paris progressivement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas de coche. Et donc, la population, si on l'a normalisée ici en 2002, et elle atteint des règles bien plus que cet évoluant, mais cet évoluant, c'est également préoccupant. Et donc, voilà les résultats d'estimation par les moments partiels. Donc, vous avez les vrais paramètres qui sont ici sur la gauche. Voilà les paramètres estimés. Donc, on a des erreurs qui sont des erreurs relatives qui sont assez importantes. Hein. On a 190% d'erreurs sur le paramètre de diffusion déjà. Hein. Alors, bon, j'ai pris ici des pas spatiaux qui sont relativement larges pour pouvoir. Vous avez vu les intégrales qu'il y a. Hein. Donc, c'est assez long à calculer, à implémenter. Donc, voilà, le résultat est on a encore un petit problème avec le vidéoprojecteur. Ah non, j'ai poussé sur on. Il faut pousser sur on. Ah, d'accord. Okay. Pas de panique, ça marche. Voilà les résultats donc, pour des moments partiels. Et puis, donc, on a initialisé notre algorithme d'Eleven-Marquardt. C'est les points verts là, à chaque itération. Les traits rouges, ce sont nos vraies valeurs. Et donc, on a obtenu une convergence et puis surtout une erreur relative qui est cette fois beaucoup plus faible après convergence. Donc là, vous voyez qu'on a attendu 250 itérations quand même avant d'obtenir le résultat. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, les EDP à paramètres variables, c'est un outil puissant. Nos collègues et collègues sont vraiment satisfaits des résultats que l'on obtient. Et puis, donc, les moments partiels, une méthode ancienne, est indispensable pour l'initialisation de l'algorithme d'optimisation. Les perspectives, bon, ça c'est plus au niveau
cette application. On a actuellement des étudiants en stage qui travaillent sur différentes problématiques. Là, on travaille sur toute la France, mais on peut travailler sur des régions au niveau sur une région plus petite, au niveau départemental ou sur une population beaucoup plus faible. On est en train de valider les outils sur ces différentes échelles géographiques. Nos collègues et collègues ont l'habitude d'utiliser, quand ils présentent des résultats, de montrer des intervalles de confiance autour de leurs réponses. Donc ça, il va falloir qu'on trouve un moyen d'avoir ces intervalles de confiance et on envisage d'utiliser les chaînes de Markov, les MCMC, pour obtenir ces intervalles de confiance. Et puis, bien évidemment, à plus long terme, on veut faire de la prédiction, voir comment imaginer différents scénarios agricoles, par exemple, pour voir si on peut faire de la reconquête de biodiversité, ce genre de choses. Et puis, comme nos collègues utilisent principalement R pour nos collègues écologues, hein, donc il faudrait qu'on développe ça sous ce format. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'espère que je respecte à peu près le timing. Parfait. Il est 47, on a encore 10 minutes pour les questions. C'est un projecteur qui dit d'arrêter. Des questions? Oui, vas-y, Mathieu. Moi, j'en ai une juste par curiosité, un élément partiel, je connais pas où. Est-ce qu'on peut les calculer avec un échantillonnage irrégulier? Si on a les données régulières, c'est juste par curiosité si on a des points irréguliers. Au niveau implémentation, c'est des intégrales. Hein. Donc, si tu arrives à faire ton intégrale avec les paramètres, là, on est revenu sur une grille spatiale régulière, parce que bon, soit tu implémentes effectivement ton intégrale, c'est pas facile à faire quand on est avec 3 dimensions, temps, espace. Soit on fait un travail amont et on utilise des interpolations. Nos collègues et collègues ont l'habitude d'utiliser le trigeage, donc ça doit fonctionner. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est des cas plus proches voisins et à partir de ça, je ne sais pas si j'utilise le spin function ou des choses comme ça pour pouvoir fitter sur, et puis comme ça, combler les espaces où il n'y a pas de mesure. Et rien que ça, c'est un domaine de recherche également, hein, de ces histoires d'interpolation, de trigeage. Ouais. Je pense super intéressante la présentation. Tu l'avais déjà vu partiellement. Et du coup, les collègues écologues, là, quelle est leur réaction quand tu leur montres un pourcentage de 44 Vincent Bretagnol, qui est à HISB, là, qui est l'ornitho français le plus populaire, hein, mais beaucoup en doute des résultats de ses collègues. Parce qu'effectivement, cette histoire de variables explicatives, là, beaucoup auraient été tentés de faire bio multiplié par CFC, et puis avoir de bien meilleurs résultats. Et puis les métriques qu'ils utilisent pour qualifier leur modèle de bon, de pas bon, d'excellent, c'est pareil, il n'en est vraiment pas satisfait. Donc il est heureux de travailler avec nous parce que justement on a cette rigueur de tout programmer déjà, et puis d'analyser, enfin déjà de valider nos outils par simulation comme on le fait là. Voilà, et donc ils sont vraiment motivés par cette collaboration parce qu'effectivement, par moment, lui, il lui semble que ce que sortent certains de ses collègues n'est pas satisfaisant. Ils font des choix un peu à l'arrache, des fois, sans être vraiment bien sûr du résultat. Mais on connaît c'est ça aussi avec les réseaux de neurones. Pendant un moment, on faisait dire n'importe quoi à des modèles neuronaux et on était critiques, nous aussi, sur ces techniques par moment en disant qu'effectivement, on fit bien dans les données, mais voilà. D'autres questions? Et aussi en distanciel, n'hésitez pas à poser des questions. Et il y avait un lien, tu montrais un lien entre les moments
partiels réinitialisés et des filtres FIR. Ouais. Moi, j'ai rarement vu des filtres FIR à temps continu. Or, dans ton HDR, tu en parles des filtres FIR à temps continu. Je les connais à temps discret, mais pas trop à temps continu. C'est quelque chose que tu rencontres souvent. Effectivement, quand tu le traces, quand tu dis T entre 0 et T chapeau, oui, après, en dehors de cet intervalle de 0, donc on comprend que c'est un filtre. Là, si on trace ce filtre, on va avoir. On a bien quelque chose qui s'arrête à T chapeau. Et avant ton HDR, je n'en ai jamais rencontré. Je n'ai pas vu, personnellement. Je connaissais juste à temps discret. Là, si. Non, mais c'est pas une question. Si tu trompes, D'autres questions? Oui. Dans le modèle APD du rôle, d'après l'autocritique, il n'y avait pas moyen de rentrer des variables exogènes. Il n'y aurait pas-il un moyen de peut-être faire un autre modèle? Quoique celui-là, les résultats ils sont déjà très différents, mais un autre modèle dans lequel peut-être le terme laplacien, il est c'est dans le PDF. Il est dégagé et en fait, c'est un mode peut-être un modèle comportemental. Pas ça, comportemental pour ton. On pourrait effectivement avoir peut-être là c'est cette variable H qui nous apporte beaucoup, qui caractérise ce qu'on appelle l'hétérogénéité environnementale. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et vous connaissez le modèle proie-prédateur avec on a ça en fait, mais avec deux populations, U1 et U2, et puis on a dans ce terme, si on est sur U1, le U2 qui intervient. Il y a un écologue ou un chercheur sur les dynamiques de population américain, Levin, qui a je vous disais tout à l'heure que notre collègue Lauriane a divisé la France en 620 régions, et puis elle a un modèle comme ça par région. Si on fait une infinité de patchs de régions, on va tendre vers l'EDP que j'ai représenté tout à l'heure. Ça tend vers une EDP en fait. Si on fait tendre, on a une infinité d'ODO comme ça, on retrouve. Donc, c'est pas complètement par hasard si on arrive sur l'EDP que j'ai présenté tout à l'heure. Ça avoir une entrée exogène pour exciter le système. L'entrée, ça pourrait être effectivement les pratiques agricoles, par exemple. Ça pourrait être ça. Mais alors après, voilà, le DP, comme j'ai utilisé, on le justifie par par ceci, cette croissance logistique qu'on va pouvoir. Il est basé sur l'équation d'advection, donc il est basé sur les bases des phénomènes de transport. Et en fait, on a cette entrée, on a via cette entrée, la vague de séquence. Et au niveau de. Quand je parlais d'une excitation pauvre, effectivement, la population elle évolue de cette façon. Effectivement, on pourrait aller. C'est ce que fait. Alors c'est pas, donc Vincent Bretagnol à Chizé, il a une zone expérimentale, il a une zone de 50 000 hectares. Donc Chizé, c'est une unité propre, c'était une unité propre autrefois de recherche sur les épidémiologies.
Et il est maître des pratiques agricoles. C'est un intérieur de cette zone de 50 000 hectares. C'est eux qui choisissent l'assolement et tout ça. Et donc, il fait ça depuis les années 80, début des années 90. Et donc là, il a un moyen d'exciter le système. Alors, c'est dans le temps, hein, faut imaginer. Mais voilà, il a pu expérimenter, par exemple, des jachères ou bien des cultures plutôt intensives et tout ça. Donc là, il a effectivement moyen expérimentalement d'agir. Moi, je dis parce qu'un modèle avec une liaison exogène de ce type-là, il pourrait être intéressant pour ensuite, comme on aurait des entrées, on tiendrait des entrées liées à des pratiques, on traduit encore plus vite les pratiques à prendre. Ouais, c'est ça. C'est un gros problème de mesure. Hein, absolument. C'est pour ça qu'on attend Rachid pour les coches, faire une mesure de plus. D'autres questions, remarques? Il n'y en a pas, on va te remercier, Régis, pour Merci à ta vous. présentation. Et on va passer à la présentation de Guillaume. Philippe Chevrel te dit présentation très intéressante, merci. Alors, attends, pour voir si. Est-ce que tu sais cliquer là? Parce que je me demande si tu ne serais pas enlevé cette horrible chose si tu pousses là. Voilà. Ah non, elle va en bas. Elle va en bas. Parce que c'est bizarre, chez moi, elle disparaissait après un temps. Comment tu fais pour. Je laisse mon PC là? Non, il va partager sa présentation. Oui, mais pour projeter. Oh, bah, j'aurais pu le faire sur la mienne, mais ouais, si tu en as besoin. Non, mais... Là, quand même, je vais le mettre sur le HDMI. Vous voyez? Non, pas encore, je vais mettre le HDMI bientôt. Mais on voit, oui. Juste une question.